Monsieur Preur, bonjour et merci de nous avoir honorés en nous accordant cet entretien. Eh bien, merci pour votre invitation aussi. Merci beaucoup. Alors, ma première question, elle concerne cette décision des pays occidentaux qui a été discutée dans le G7 puis dans le G20 d'arriver au plafonnement des prix des hydrocarbures russes, pétrole et gaz. Alors, ma question, elle concerne la possibilité d'abord de la mise en place d'une telle mesure et est-ce qu'elle est applicable? Nous sommes dans une situation de crise extrême où les pays européens se sont laissés entraîner comme partie prenante de la crise. D'accord? Absolument. On peut penser ce qu'on veut de la crise ukrainienne, mais l'éventail des mesures et des attitudes des pays européens, à mon avis, est excessif et les pays de l'Union européenne n'ont pas mesuré suffisamment leur, leur vulnérabilité sur le plan énergétique. Ils n'ont pas mesuré suffisamment leur vulnérabilité. Ils n'ont pas également mesuré les capacités de résilience de l'économie russe par rapport à une crise de ce type. Hein. Et ils n'ont pas mesuré également, troisièmement, l'impact que peuvent avoir des sanctions. Mhm. Nous avons vu que Cuba, qui est un pays de moindre envergure que la Russie, un pays qui est un pays ami, donc c'est pas pour réduire la valeur de Cuba, mais c'est un petit pays. Cuba résiste depuis la nuit des temps à des sanctions économiques. Nous avons vu que le Venezuela a réussi à résister, que l'Iran a réussi, que la Corée du Nord a réussi, que en fait, les sanctions économiques, la conséquence, en fait, leur conséquence est de renforcer le pays qui les subit. Mhm. On se souvient lorsque les pays voulaient ont engagé en 2014 les pays européens des sanctions contre la Russie et interdisant l'exportation de produits agricoles. On a vu les agriculteurs européens euh, en colère. Aujourd'hui, la Russie est exportateur de produits agricoles et de blé notamment. Oui. Donc, la Russie a montré sa capacité de résilience et les termes de la négociation en sont affectés. Ce qui est essentiel à dire aujourd'hui, c'est que, bon, le 28 novembre, les 27 pays membres du G7 ont décidé ils ont pris plein de décisions. Donc, un prix plafonné à entre 65 et 70 dollars. La C'est Pologne ça. a remis une couche en demandant un prix de 30 dollars. Mais entre ce que l'on veut et ce que l'on peut, il y a une différence. Il faut savoir de quoi on parle. D'accord. On Alors, parle d'un pays qui représente 4,5 millions de barils par jour d'importation de produits pétroliers pour l'Europe. On parle d'un pays qui représente 170 milliards de mètres cubes de gaz importés par l'Europe. D'accord. Et on d'accord. parle d'un pays qui a déjà engrangé 158 milliards de dollars de recettes depuis qu'il a été soumis à ces sanctions. Un pays qui a déjà 300 milliards de dollars de réserves de change, donc la Russie. Mhm. Tout ça fait que
cette idée de plafonnement des prix me semble hasardeuse. La Russie, d'ailleurs, a répondu qu'elle ne vendrait pas son pétrole à ceux qui veulent lui imposer cela. Et la Russie peut se passer donc de ses exportations vis-à-vis du marché européen. Elle a déjà réorienté une bonne partie de ses exportations pétrolières et gazières vers l'Asie, hein, Mhm. même si la rémunération n'est pas ce qu'elle pouvait peut-être attendre. Mais nous sommes en fait, ce sont des actes de guerre économique que l'Europe aurait pu s'épargner par une négociation avec la Russie en considérant que la Russie que la négociation était la meilleure voie pour sortir de cette crise. En tout cas, ce n'est pas ni les sanctions, ni des décisions unilatérales de plafonnement des prix qui vont régler la crise, à mon avis. D'accord. Mais je voudrais quand même revenir sur ça et je sollicite vos connaissances d'experts international en la matière. Techniquement, supposons que maintenant ils se sont tous mis d'accord, techniquement, est-ce qu'il est possible de mettre en place une telle mesure? Techniquement, d'abord, le marché pétrolier est un marché qui est comment dirais-je, qui est orienté, qui est dirigé par des logiques boursières. Absolument. D'accord? Mhm. Donc, le marché pétrolier est dirigé par des logiques boursières, hein. Nous avons le marché de New York, le NYMEX, et nous avons le marché de Londres avec donc le brut de référence qui est le Brent, et pour Mhm. New York, c'est le West Texas Intermediate, et il y a donc un prix du pétrole. Là, le prix a fléchi et il tourne autour de 86 dollars le baril, hein. Mhm. Euh, il y a des raisons qui ont fait que le prix du pétrole a baissé, hein. Les raisons qui ont fait que le prix du pétrole a baissé, c'est que l'Europe est en crise, c'est que les États-Unis sont en crise, c'est-à-dire avec La baisse de la demande, vous voulez dire, à cause de... oui, c'est-à-dire que l'Europe est en récession quasiment, avec une inflation à deux chiffres et avec de grands pays européens qui sont endettés à 120% de leur PIB, comme la France. Les États-Unis eux-mêmes, ils ont connu deux trimestres de croissance négative, hein, donc ils sont en récession avec une inflation également à deux chiffres. La Federal Bank américaine augmente ses taux directeurs pour contrôler la surchauffe de l'économie, donc l'inflation. Mais en D'accord, même temps, elle frappe toutes les entreprises qui se sont endettées depuis 2008. absolument. Donc, on n'est pas sorti de la crise de 2008. Et la Banque centrale européenne qui voit l'euro dériver à la baisse par rapport au dollar et donc qui craint que les détenteurs d'euros se déplacent vers le dollar et donc entraîne une chute encore plus prononcée de la valeur de l'euro, augmente ses taux d'intérêt. Mais en augmentant ces taux d'intérêt, elle augmente la charge de la dette de pays comme la France, comme l'Italie, comme tout ça avec un pays comme l'Allemagne qui est dépendant du gaz russe, 47% de l'industrie allemande. Euh, donc, tout ça, le décor est planté et qui fait que les marges de négociation, on peut vouloir tout ce qu'on peut vouloir, hein. Il n'y a pas de raison. On peut vouloir acheter le gaz russe à 10 dollars le baril, mais est-ce que le pétrole, pardon, russe à 10 dollars le baril?
Mhm. Mais est-ce que on peut le faire? Donc, ils ont décidé que ça sera pour le 5 décembre. C'est encore un bras de fer. À mon avis, la meilleure solution, la solution la plus sage, hein, Mhm. c'eût été que l'on s'engage dans un cycle de négociation et que les sanctions économiques telles que je vous l'ai démontré tout à l'heure, les sanctions économiques ne peuvent pas avoir de résultat. Et d'autant que la Russie, le dernier des analystes économiques le sait, la Russie a une capacité de résilience qui est très forte. Elle peut résister à un arrêt de ses exportations pendant plusieurs années. Deux Tandis que ans au moins. l'Europe, 2 ans au moins. oui, 2 ans au et moins. Elle l'Europe, peut. elle est dans une fenêtre extrêmement sensible, c'est-à-dire que même si elle veut se passer du gaz russe, même si il faudra 3 à 4 années pour construire des usines de regazéification pour accueillir un gaz, le gaz américain ou éventuellement qatari ou australien ou tout ce qu'on veut, mais qui lui reviendra plus cher que le gaz russe, alors qu'elle est dans une situation d'inflation à 2 chiffres. Mhm. D'accord? Donc la fenêtre, la marge de manœuvre pour l'Europe dans tous les cas de figure, elle tourne autour de 3 ans en moyenne. Maintenant, si, et toute chose égale par ailleurs, c'est-à-dire que si on a un hiver très froid, les stocks de gaz qu'ils ont constitués vont se vider très vite. Et je ne pense pas que l'Europe soit en mesure comment dirais-je, d'imposer ces conditions à la Russie. Je ne comprends pas pourquoi les Européens ne rentrent pas dans des logiques de négociation et de résolution de ce conflit. Mais avoir pensé épuiser la Russie, à mon avis, était une erreur stratégique. D'accord. Maintenant, vous avez quand même évoqué une idée, enfin une question très importante, c'est le côté qui contrôle en réalité le marché du pétrole et du gaz et qui fixe son prix, soit par les quantités vendues ça et là, soit par la spéculation sur des titres. C'est le système financier et monétaire international, que ce soit à Wall Street ou à la City de Londres. Mais il y a une question sur laquelle j'aimerais avoir un éclaircissement. Parce que toutes ces banques-là qui contrôlent la vente des hydrocarbures, elles sont aussi les mêmes qui assurent les contrats d'achat ou de vente de pétrole ou de gaz. Et ces contrats d'assurance, s'il y a un déficit dans la livraison de pétrole et de gaz, ce sont des contrats qui sautent. Et s'ils sautent, c'est la catastrophe déjà, avant tout pour l'Europe et pour les banques américaines, avant qu'elles ne soient pour les banques russes. Comment vous C'est-à-dire expliquez cette qu'en situation? en fait, effectivement, les traders prennent des assurances auprès de banques pour couvrir le risque pris. Et ces assurances sont titrisées en plus. Oui, et C'est-à-dire qu'elles vendu. sont Maîtrisé, vendu. elles sont dispersées comme les subprimes avaient été titrisées. Absolument. Et le pire, c'est que on ne part pas de zéro, on part de moins quelque chose. Parce que, y compris la production pétrolière américaine de pétrole et de gaz de schiste, les pétroliers, les producteurs s'endettent pour produire et produisent pour rembourser leurs dettes. D'accord? Donc, c'est un équilibre instable. Maintenant, au cœur de cet équilibre, il y a le dollar. Mhm.
déjà, le fait que qu'on ait exclu la Russie du système financier était une mauvaise décision. OK? Mhm. Et en fait, mon analyse, c'est que auparavant, je parlais de globalisation. D'accord? Depuis 1991, la chute du mur de Berlin, la révolution d'éthique, etc. Aujourd'hui, je parle de globalisation anglo-saxonne. Et en fait, je pense la globalisation anglo-saxonne est arrivée au terme de son cycle historique. Et comment dirais-je, la crise ukrainienne aura été l'étincelle pour faire, c'est-à-dire on était passé d'un monde bipolaire depuis Yalta jusqu'à la fin de l'Union soviétique, ensuite un monde unipolaire, donc avec l'hyperpuissance américaine, avec pendant 25 ans à peu près, 25 ans, avec une succession de crises géopolitiques, hein, Mhm. et nous rentrons dans un monde multipolaire, donc avec les BRICS, mais là, la crise ukrainienne aura été le détonateur pour un peu figer, regrouper ce monde multipolaire, ce deuxième en fait en deux globalisations, une globalisation anglo-saxonne et une nouvelle globalisation qui, lui, conteste le leadership de l'économie mondiale. D'accord? Mhm. Et la conséquence, cela va être, est-ce que le dollar peut, depuis Bretton Woods 2, on est dans une situation complètement ahurissante où le dollar n'est plus indexé sur l'or, où il suffit d'imprimer et donc les États-Unis se retrouvent avec une dette extérieure de 30 000 milliards de dollars, quelque chose de complètement qui ne pourra pas être payé ni même par les arrière petits-fils des citoyens Et américains. encore ça, juste pour une précision pour nos auditeurs, les 30 000 milliards de dollars, ça c'est la dette fédérale. Mais si l'on prend la Mm. dette américaine dans sa globalité, c'est un peu plus que le double. C'est un peu plus que 60 000. Oui, c'est une situation en fait, la globalisation anglo-saxonne a produit une situation qui était de toute façon intenable. Mhm. C'est-à-dire que les États-Unis, euh, comment dirais-je, se sont retrouvés en train d'importer en produisant de la monnaie scripturale, hein, et la conséquence, ça a été l'effondrement de leur industrie. Détroit, qui était la capitale de l'automobile, qui est devenue une ville fantôme, etc. Mhm. Euh, avec une prééminence dans le tertiaire, avec les GAFAM, etc. Mais ce n'est pas étonnant qu'il y ait eu une montée de nationalisme américain avec M. Trump qui incarnait et qui est toujours présente. Donc, cette situation, et une montée de nationalisme aussi dans les pays européens. D'accord? Donc, nous D'accord. sommes aujourd'hui dans une situation où cette globalisation anglo-saxonne, hein, en 2008, elle avait atteint ses limites, puisqu'on en est arrivé pour soutenir la consommation prêter donc de l'argent. La Federal Bank avait baissé ses taux directeurs avant 2008. Et ensuite, lorsqu'elle les a augmentés, ça a explosé. Ouais. Et on est arrivé jusqu'à prêter à Des des taux négatifs. Des taux non, négatifs. déjà à des personnes qui sont insolvables. Ouais.
Et ensuite, pour sortir de l'impasse de 2008, il fallait sauver le système financier. On a nationalisé des banques en Grande-Bretagne, aux États-Unis, on a apporté la garantie de l'État pour sauver le système financier. Et, mais les racines de la crise sont restées là. Et on a continué à utiliser deux leviers qui sont extrêmement dangereux, le quantitative easing, c'est-à-dire la planche à billets, et la baisse des taux d'intérêt. On est arrivé jusqu'à des taux d'intérêt négatifs. Ouais. Mais dans l'affaire, en 2014, la crise de 2014, l'indice Standard Poor's des valeurs boursières ne s'est jamais aussi bien porté. Parce que l'argent qu'on avait injecté par le quantitative easing est allé vers les marchés financiers. Ouais. Et Environ, en Europe, selon les experts, environ 97% de cette masse monétaire est passée vers la spéculation dans les marchés financiers et uniquement 3% qui est allé à l'économie à réelle, l'économie réelle. à l'économie physique. Et en Europe, on a fait pire parce qu'en plus, il y a eu la crise du Covid. C'est-à-dire que pour ne pas arranger les choses, pour aggraver les choses, les États qui étaient déjà endettés se sont retrouvés encore en train de faire marcher la planche à billets pour oxygéner les entreprises. Et aujourd'hui, euh, en fait, la crise ukrainienne n'est pas la cause de cette inflation Absolument, à deux chiffres. absolument, absolument. Elle n'est pas la cause. Le problème, c'est que c'est pour ça qu'au début de cette intervention, je vous ai dit les pays européens auraient dû être beaucoup plus perspicaces et beaucoup plus regardants avant de s'engager dans cette guerre des sanctions contre la Russie, alors que la Russie, elle a 300 milliards de dollars de réserve de change et elle a fait rentrer 158 milliards de dollars depuis les nouvelles sanctions. Donc, elle est en mesure de... Et puis, l'âme du peuple russe est connue et donc on connaît... monsieur Freur, il y a quand même une chose que, en tout cas ici, ici en Russie, nous n'arrivons pas à comprendre comment, c'est le moins que l'on puisse dire, hein, comment les dirigeants européens se sont laissés aller dans cet état de naïveté, si l'on peut qualifier ça de naïveté pour ne pas être radical en disant que c'est l'incompétence ou c'est carrément une espèce de déni de réalité, comme confondre ces fantasmes à la réalité. Comment on n'arrive pas à comprendre comment 27 pays peuvent se mettre d'accord sur une telle affamie et qui détruit leur propre économie et les moyens de subsistance de leur propre peuple. Je suis moi-même, je suis étonné. En tant qu'expert, je ne comprends pas. Dans une dernière conférence que j'avais donnée à Alger, j'ai dit si jamais vous me voyez en train de vous dire voilà ce qui va se passer en janvier, février, j'aurais dit ne me croyez pas parce que je serais en train de mentir, parce que je ne sais pas. Personne ne sait comment ça ne peut aller qu'en pire, hein. Comment les pays européens se sont retrouvés, se sont mis dans cette situation et comment ils vont s'en sortir. Parce que la Russie peut toujours, et en plus il y a l'hiver qui arrive avec toutes l'hiver qui va aggraver toutes les équations, qu'elles soient militaires ou géopolitiques ou géostratégiques, qui va compliquer les choses. Les Européens qui se sont embarqués, ceux qui se sont laissés embarquer en fait. Et je crois qu'on peut le dire
dans une aventure qu'ils auraient pu traiter avec sérénité. On aurait pu même Avec ces... éviter tout ça si on avait poussé vers l'application des accords de Minsk 1 et 2. Oui, maintenant, si on se plaçait sur un niveau analytique, d'accord, Mhm. et si on se rappelle les analyses de Zbigniew Brzezinski, qui lui-même s'est inspiré des thèses de Mackinder, Ouais, donc, le qui géopolitologue anglais. contrôle l'Europe, contrôle l'Irlande, qui contrôle l'Irlande, contrôle l'île monde, qui contrôle l'île monde, contrôle le monde. Et en fait, Brzezinski était contre tout rapprochement entre l'Allemagne et la Russie, contre la constitution d'un bloc asiatique. Mhm. D'accord. Oui. Et en fait, on retrouve les thèses de Brzezinski, les analyses qu'il a fait dans son livre célèbre Le Grand Échiquier. En fait, on a l'impression qu'on a activé cet abcès de fixation ukrainien, hein, parce que rien ne se serait passé si on n'a pas, si on avait respecté le gentleman agreement qui avait été décidé avec le président Gorbatchev, et si on n'avait pas, l'OTAN ne s'était pas aventuré en Ukraine, et si on avait laissé l'Ukraine, pays, donc Neutre. rien ne se serait passé. Mhm. D'accord? Mhm. Et en fait, on a l'impression que ce sont les thèses de Mackinder et de Brzezinski. En fait, la grande, comment dirais-je, inquiétude, c'est un rapprochement entre l'Allemagne et la Russie. Et ce rapprochement était en train de se concrétiser, d'aller vers une alliance stratégique avec les deux Nord Stream, avec la complémentarité entre l'industrie allemande et russe, etc. Et on a l'impression que l'Eurasie est un enjeu. En fait, l'Ukraine n'était que le prétexte. Absolument. Et les pays de l'Union européenne se sont lancés dans une aventure dont ils ne mesurent pas encore les conséquences. Parce que les anticipations, si je ne suis pas capable d'anticiper ce qui va se passer en janvier, février, je suis en train de penser néanmoins que l'euro est quasiment, je dirais pas cliniquement mort, mais il est mal en point, que Mhm. la zone euro risque d'imploser parce que les pays n'ont pas les moyens, il n'y a pas de fédéralisme budgétaire Mhm. pour pouvoir manœuvrer dans des situations de crise intenses comme celle-ci. Il lui fallu qu'il y ait un fédéralisme budgétaire Mhm. et être en mesure d'évaluer sa monnaie par mesure de protectionnisme, pour soutenir ses exportations et pour bloquer les importations, etc. Les pays, on a deux figures, des pays européens industrialisés comme l'Allemagne et l'Italie qui souffrent, hein, et un pays européen endetté comme la France qui a été un peu sauvé par les services, par le tourisme, Ouais. mais qui risque de ne pas être résilient sur la durée. Et quand je vous dis, si on considère un espace de temps critique de 3 ans, c'est qui peut résister pendant 3 ans? Alors, ma première question, elle concerne les possibilités de
de substitution en cas de mise en application de du plafond, de cette mesure de plafonner les prix des hydrocarbures russes et que les Russes réagissent par la coupure de livraison. Alors, il y a dans les médias, et sur ce chose sur laquelle j'aimerais bien avoir votre avis d'expert, il y a dans les médias des discussions sur la possibilité que ce soit l'Algérie et la Libye qui prendraient le relais pour fournir l'Europe en pétrole en quantité suffisante et en gaz aussi en quantité suffisante. Est-ce que vous pensez que cette option-là est plausible? Est-ce que c'est une option sérieuse? D'abord, sur le plan du principe, l'Algérie n'est pas dans une situation de confrontation avec la Russie. L'Algérie a des relations historiques avec la Russie et l'Algérie observe une position de neutralité dans cette crise. Mhm, Donc, l'Algérie n'est pas disposée n'est pas dans des dispositions pour s'ingérer d'une manière ou d'une autre dans cette crise, à travers ses exportations ou à travers l'Algérie est une source fiable pour le marché européen, une source de gaz. Hein. Euh, elle, euh, elle ne veut pas être plus que cela. Maintenant, la crise que l'Europe vit avec la Russie, c'est une crise que nous trouvons regrettable. Hein. mhm, Euh, nous, nous souhaitons que l'Europe trouve des solutions, que l'Europe et la Russie trouvent des solutions pour résoudre cette crise. Mais en aucune manière, l'Algérie ne va jeter de l'huile sur le feu, comme on dit. D'accord? mhm. D'accord, Donc, les choses sont claires pour ce qui est de l'Algérie. D'accord? d'accord. Donc, l'augmentation des exportations, ceci étant dit, Et il pour la y a des Libye au niveau du aussi. principe. Mhm, Bon, y compris, bon, la Libye, bon, ceci étant dit pour ce qui concerne l'Algérie, je ne peux pas m'engager pour ce qui est de la Libye. mhm, Maintenant, pour ce qui est du potentiel, d'accord? mhm, Est-ce que l'Algérie est en mesure, est-ce que la Libye et l'Algérie sont en mesure de compenser le potentiel russe? Moi, je dis non. 170 milliards de mètres cubes d'exportation gazière russe, vous ne pouvez pas le compenser en un claquement de doigts. Ce n'est pas possible. D'accord? mhm. Donc, y compris par la voie de par du gaz naturel liquéfié. L'Europe ne peut pas se passer de la Russie. Et l'Algérie n'a aucune raison de vouloir, de vouloir s'ingérer euh, dans cette crise. La Libye est un pays qui vit une situation d'instabilité. Je ne pense pas que la Libye soit en mesure de stabiliser les approvisionnements européens. D'accord? Mhm. Bon, l'Algérie a une production, produit à peu près 1 million de barils par jour. La Libye, 1,8, quelque chose comme ça. L'augmentation de la production de l'Algérie comme celle de la Libye, elles sont soumises à, à, à,
aux conditions de l'OPEC+, dont la Russie fait partie, hein. Mhm. Or, vu la baisse des prix, on avait parlé tout à l'heure de la crise économique qui risque de prendre la figure d'un enchaînement chaotique. Mhm. Ce n'est pas exclu, c'est-à-dire un enchaînement chaotique. Donc, l'OPEC, justement, déjà anticipe une baisse de la demande, ce qui a les marchés pétroliers anticipent une baisse de la demande, ce qui a ramené les prix du pétrole en dessous de 90 $. Mhm. Maintenant, lors de sa prochaine réunion, hein, le 4 décembre, l'OPEC, il est fort à parier que l'OPEC va baisser encore sa production. Comme elle a baissé sa production de 2 millions de barils par jour en octobre, je n'exclus pas, je n'ai pas d'informations, hein, D'accord. mais vu la situation très délicate du marché, avec la pandémie qui reprend en Chine, et les confinements, avec la mauvaise santé de l'économie mondiale en général, je n'exclus pas que l'OPEC baisse sa production peut-être de 500 000 barils par jour. Donc, on n'est pas dans une figure où l'Algérie augmenterait sa production pour compenser ce que l'Europe ne recevrait pas de la Russie. Et de toute façon, c'est avec la Russie avec les accords d'Alger de novembre 2016, que l'OPEC et 10 pays autour de la Russie ont réussi à stabiliser le marché. C'est D'accord. une, c'est une, c'est une alliance qui est précieuse, qui a permis de donner de la stabilité au marché. Et donc, je ne pense pas que on y touche, hein. Mais d'un point de vue, Monsieur Preur, d'un point de vue des réserves prouvées, parce que quand même, la Libye et l'Algérie, en tout cas l'Algérie, c'est le pays que je connais très bien, et comme la consommation interne augmente, que ce soit pour le gaz ou pour le pétrole, mais déjà d'un point de vue des infrastructures nécessaires et des réserves prouvées, est-ce que vous pensez que ces deux pays-là ont le potentiel pour remplacer les hydrocarbures russes? D'abord, j'avais dit que l'Algérie n'était pas dans une logique de D'accord, remplacement. on l'a. Deuxièmement, je vous ai répondu pour le potentiel pour la Libye. Et effectivement, je n'ai pas répondu pour l'Algérie. Le potentiel n'existe. Personne n'a le potentiel. Mhm. Pour le gaz, personne. Même le Qatar n'a pas le potentiel pour remplacer pour remplacer le 170 milliards de mètres cubes russes. D'accord? Mhm. Et personne n'a le potentiel pour remplacer 4, parce que si on est autour de 100 millions de barils par jour, à peu À près, peu près, oui. en restant. Mais si vous enlevez 5%, c'est-à-dire si vous enlevez 4 à 5 millions de barils par jour russes à l'offre mondiale, ça va peser très lourd. Mhm. Même les pays qui sont dans une ligne hostile à la Russie ne supporteraient pas ce genre de choc qui va agir sur les prix, hein. D'accord, c'est un choc d'offres qui est puissant. C'est-à-dire, D'accord. si vous arrêtez d'importer 4,5 millions de barils par jour, c'est un choc d'offres, hein. Mhm. Donc, je ne pense pas que nous soyons ce type de configuration. D'accord? D'accord, d'accord, d'accord. Une dernière question concernant ce problème avant de passer donc aux besoins d'une transition, des transitions énergétiques. Donc, de ce point de vue, donc les pays européens ou les Occidentaux en général disent que
Nous allons essayer de trouver d'autres sources d'énergie alternatives, le solaire, je ne sais quoi, les éoliennes, même le nucléaire. Mais même sur ce domaine-là, les produits, des produits nécessaires ou les matières nécessaires sensibles pour la construction de ce genre de système énergétique alternatif, même la majorité de ces matières premières viennent de Russie. Le cobalt, le nickel, le lithium, le copper. Est-ce que ce n'est pas une façon de se tirer une balle dans le pied pour ne pas dire une balle dans la tête pour ces pays qui mènent encore cette politique hostile? Vous savez, j'ai passé toute ma carrière dans le monde de l'énergie. Mhm, Et le monde de l'énergie, c'est le monde du long terme. Même si les prix aujourd'hui de l'énergie suivent des logiques de court terme et de très court terme avec les logiques boursières. mhm. Mais on a vu les chocs que cela provoque parce que ce sont des logiques de long terme qui gouvernent l'industrie pétrolière comme l'industrie énergétique en général. En général, oui. D'accord? Donc, dire entre ce que l'on veut et ce que l'on peut, il y a toujours Une longue marche, une longue marche un à faire. gap, d'accord? Et toujours, le temps est un facteur. Les stratèges disent l'espace, on peut le commander, mais le temps, il nous commande toujours. D'accord? Vous pouvez avoir plein d'idées, mais est-ce que vous avez le temps? D'accord? Est-ce que vous avez le temps de construire des usines de regazéification pour remplacer 170 milliards de mètres cubes russes? Mhm. Et d'abord, est-ce que les producteurs qui vont vous vendre dans les États-Unis ne vont pas profiter de votre dépendance pour augmenter leur prix? Ah ben, c'est ce qu'ils Est-ce ont que fait vous déjà. serez dans Ils les ont mêmes... multiplié le prix par quatre. Les Américains ont D'accord, multiplié le est-ce que prix vous par quatre. serez dans les mêmes conditions économiques? Maintenant, parlons des énergies vertes. Mhm. Je suis un militant de la transition énergétique. Je ne veux pas donner l'impression d'être contre la transition énergétique. C'est une évidence. D'accord? D'accord. Le problème, c'est qu'on a idéologisé la transition énergétique. Dès lors qu'il y a eu des partis écologistes, un parti cherche le pouvoir. Mhm. L'écologie est devenue une question politique. Et c'est ce qui a poussé Mme Merkel à fermer ses centrales nucléaires, etc., après Fukushima. Oui. Et ce qu'on oublie, c'est qu'à côté d'un champ d'éoliennes, par exemple, il y a une centrale à gaz. Parce que les énergies renouvelables, elles sont intermittentes. Absolument. Et en 2021, on l'a bien compris, les Européens, parce que le problème ukrainien, il arrive dans un contexte chrysogène. C'est ça le grand problème, que ce Absolument. soit économique ou énergétique. Oui, oui, oui. En 2021, le prix du gaz avait augmenté de 600%. Oui. D'accord? En décembre 2021, le 21 décembre, le prix du gaz avait atteint 67 dollars, le million de BTU, avec une moyenne de 34 dollars sur décembre. Mhm. Alors que le prix était sur les contrats de long terme autour de 10 dollars le million de BTU, mais sur le Henry Hub américain, il tournait autour de 1,5 dollars, quelque chose comme ça. Hein? Mhm. Et le prix du gaz a complètement explosé parce que ceux qui achètent le gaz, qu'il soit électricien ou industriel, hein, il a un brûleur à gaz et il a un brûleur à fioul.
et quand le prix du gaz monte, il arrête le gaz, il achète du fioul. Du coup, même les prix pétroliers ont été entraînés à la hausse. D'accord? D'accord. Donc aujourd'hui, lorsque les gens disent avec les énergies vertes, on va faire, on va faire, on va faire. Vous savez que la majorité, la grande majorité de l'électricité produite dans le monde vient du charbon. Oui. Il faut Enfin, vous présenter. des fossiles, des énergies fossiles. Elle vient des 80%. fossiles et notamment du charbon. 70% de l'électricité chinoise vient du charbon. Mhm. D'accord? Oui, oui. Donc, faire rouler des automobiles avec de l'électricité, c'est très gentil. Encore qu'il faille voir tout le cycle du produit, depuis sa fabrication jusqu'à maintenant, à l'arrivée, même si on est dans une dynamique vertueuse, à l'arrivée, il faut trouver du lithium, il faut trouver du cobalt, il faut trouver du nickel, il faut trouver. Oui, D'accord? oui. Or, bon, la Russie est dans une situation de force pour ce qui est de ses... en tout cas, la géographie des terres rares et du lithium ne correspond pas à la géographie de l'OCDE. D'accord? Très belle métaphore. Vous pouvez Oui. rajouter le Chili ou si vous voulez, mais bon. Mais sinon, vous êtes entre la Chine, la Russie, vous êtes le cobalt, vous avez le Congo, l'Argentine, l'Amérique latine, voilà, le Chili. Donc, on a la même distorsion géographique que l'on avait avec le pétrole, Ouais. entre la demande et l'offre. Et donc, la Russie est une pièce maîtresse y compris dans la transition énergétique. D'accord. Même si je pense que pour la transition énergétique, il faut parler il faut parler dans une échelle de 10 ans au moins Mais pour parler sérieusement. Monsieur Preur, maintenant, j'aimerais bien qu'on aille un peu sur les pays africains parce que l'avis que vous développez est extrêmement intéressant et c'est rare. C'est-à-dire que, est-ce que vous pensez que les énergies renouvelables, comment dire, le solaire ou le solaire thermique ou l'éolien ou la géothermie peuvent être des alternatives aux énergies fossiles je vais être clair, mais en termes de choix stratégiques dans un modèle énergétique, c'est-à-dire qu'on va s'appuyer stratégiquement sur ça et puis avoir d'autres sources d'appoint. Est-ce que vous pensez que ça peut remplacer les hydrocarbures? Parce que là, vous développez un avis quand même, D'abord, vous dites que vous êtes pour la transition énergétique, mais sans être dans l'idéologie. Donc, je suppose que vous avez une approche rationnelle et scientifique de la question. c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut considérer? C'est que si on parle du secteur des transports, hein, OK, Donc, oui, le secteur des transports est dominé par les hydrocarbures. oui, On est d'accord, oui. par le pétrole. 92% de l'énergie qui est consommée par les transports provient du pétrole. OK? Oui, Vous voyez à la télévision des publicités sur des BMW qui ont une autonomie électrique, qui ont une autonomie de 500 kilomètres. Or, les transports ne représentent que 62% de la consommation pétrolière. C'est tout. 92% de la consommation des transports vient du pétrole. Mais les transports ne représentent que 62%. Et dans toute cette affaire, les véhicules légers ne représentent que 3,4% de la consommation pétrolière. D'accord? d'accord. Donc, même si on baissait, non, je commence par méthodiquement, donc même si on baissait de 10, de 15, 20%
la consommation des véhicules légers, etc. L'aviation, on ne peut pas la toucher. La consommation pétrolière, elle restera robuste jusqu'à la mi-siècle. Et les hydrocarbures, ils sont depuis 50 ans, ils représentent entre 50 et 60% du bilan énergétique mondial et ils vont continuer jusqu'à la mi-siècle à représenter à peu près 50%. D'accord? Ceci Oui, oui. pour placer un peu les choses. Maintenant, pour ce qui est de l'Afrique, d'accord? L'Afrique est un continent qui est en pleine, à mon avis, c'est comme un coureur aux Jeux Olympiques. C'est un coureur qui a terminé son échauffement et qui est en train d'accélérer. D'accord? Mhm. Donc, la consommation africaine, l'Afrique va peser dans l'économie mondiale. D'accord? Elle va peser de plus en plus et elle pèsera aussi à travers sa consommation énergétique. Euh, Aujourd'hui, 40% des nouvelles découvertes mondiales de gaz, c'est en Afrique. Hein? Mhm. L'Afrique va monter en puissance, va doubler sa production gazière d'ici 2030. Maintenant, l'Afrique va consommer aussi du gaz. L'Afrique va consommer. L'Afrique va connaître une croissance qui est soutenue dans le futur. Mhm. Et l'Afrique pourra être un laboratoire de la transition énergétique parce que l'Afrique a un ensoleillement exceptionnel. Oui. Et si on combine les ressources en gaz de l'Afrique avec, avec son ensoleillement, on pourra neutraliser cette contrainte d'intermittence qui pénalise les énergies renouvelables. L'Afrique aura besoin d'énergie à l'avenir. Oui. Euh, c'est vrai qu'elle est proche de l'Europe, c'est vrai que, mais l'Afrique aura besoin de beaucoup d'énergie à l'avenir. Et si un bloc asiatique se développe, il s'articulera forcément à l'Afrique. Hein. Et on serait dans cette double globalisation anglo-saxonne et non anglo-saxonne aura des incidences sur la consommation énergétique africaine. D'accord? Oui. Peut-être qu'avec ces installations de liquéfaction, bon, l'Afrique, c'est 8% des réserves mondiales de gaz, mais c'est un exportateur marginal de GNL, de gaz naturel liquéfié, vers l'Europe. Euh, Avec le gazoduc qui va venir depuis le Nigeria vers Has el pour alimenter l'Europe, nous allons avoir des volumes, mais tout ça, je vous ai dit, on a un temps critique, un espace de temps critique de 3 ans, 4 ans, qui est incompressible. Hein. Mais ce que je peux dire, c'est que Mais, euh, l'Afrique, Monsieur l'Afrique Frère, est en train de prendre son destin en main. ouais. C'est la réalité. Ben, justement, c'est sur ça que j'aimerais bien approfondir cette question, parce que l'Afrique a besoin de se développer. Il y a énormément de développer ses infrastructures, de développer de l'industrie, d'une industrie de plus en plus intégrée, si elle veut prendre le train de l'évolution de la technologie dans le monde. Donc, pour ça, effectivement, comme on dit, l'économie, ce n'est qu'une transformation de l'énergie. Sans énergie, il n'y a pas d'économie. Il n'y a pas d'économie. Et est-ce que vous ne pensez pas que le choix justement d'aller, parce que c'est des investissements lourds,
sur les énergies renouvelables, enfin, je parle du solaire, l'éolien, la géothermie, alors que le retour sur investissement n'est pas très, très important par rapport au nucléaire, par exemple. Alors qu'actuellement, il y a certains pays qui choisissent d'aller dans la voie du nucléaire en s'appuyant sur les partenariats avec la Russie. Est-ce que vous ne pensez pas il vaut mieux aller dans ça? Parce que le problème, à mon avis, moi, c'est que le problème, il est mal posé. La question de l'énergie, elle se pose pas uniquement en termes réductionnistes, c'est-à-dire dire combien de calories on peut fournir par un tel ou tel système. Mais il y a aussi la question de la dynamique physique qui est derrière. Une calorie du nucléaire, ce n'est pas une calorie elle n'est pas équivalente à une calorie de solaire. Sinon, on pourrait faire décoller un avion avec du bois en brûlant la quantité nécessaire au lieu d'utiliser le kérosène. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, d'abord, a priori, moi, je pense que le nucléaire est une. D'abord, je n'ai aucun. Je ne vois aucun inconvénient. Mhm. Euh, je suis expert dans l'énergie, pas seulement dans le pétrole, donc le nucléaire, pour moi, il a de l'avenir. D'accord? Sauf qu'il représente aujourd'hui 6% du bilan énergétique mondial, hein. Le nucléaire a besoin de révolutions technologiques. Les small module reactors, des réacteurs de petite à moyenne capacité de 300 à 500 mégawatts, peuvent participer, accélérer le développement du nucléaire. Mhm. Effectivement, le nucléaire n'est pas intermittent, le nucléaire, sauf que lorsque l'on parle du nucléaire, euh, il faut éviter la simplification. Mhm. C'est-à-dire, lorsque l'on parle du nucléaire, il faut parler du cycle du combustible, de tout le cycle du combustible. Absolument, oui. Donc, la concentration du minerai, l'enrichissement en isotope 235, le passage en réacteur et ensuite le traitement des déchets. OK? Mhm. Donc, c'est les quatre phases du cycle du combustible. Maintenant, je suis contre ceux qui disaient, qui proposaient à l'Algérie de nous vendre des réacteurs à eau pressurisée, ou et même le fameux EPR qui n'arrive toujours pas à démarrer à Flamanville, hein. Oui. Donc, et qui nous, Monsieur Sarkozy, qui nous proposait de le payer avec du gaz. C'est-à-dire que c'est une double dépendance. Non seulement vous avez un réacteur à eau pressurisée, et ensuite, chaque année, vous remplacez le quart du cœur du réacteur, du combustible, vous le savez. Oui, oui, oui. Donc, c'est chaque année, vous avez des techniciens étrangers qui vont venir, ils ouvrent le cœur du réacteur et ils vont remplacer le quart du combustible. Bon, ça veut dire que votre système électrique, il devient, le système électrique est un élément majeur de souveraineté. Maintenant, est-ce que si vous rentrez dans le nucléaire avec des réacteurs de 300 à 500 mégawatts, des small module reactors, etc., comment vous allez faire? Vous avez des ressources minières en uranium. Il y a 1%, je crois, d'uranium dans le minerai et 0,5% d'uranium 235 dans tout ça. Donc, c'est minime. Mais il y Si a vous aussi faites de l'enrichissement, il y a les si vous faites filières, de... il y a les Oui, filières à thorium. Il y a les filières à thorium. Le thorium, il est disponible et on peut en fournir à quantité nécessaire. oui, oui. Mais moi, je m'en tiens au cycle du combustible et je vois l'exemple iranien où l'enrichissement vous est interdit, hein, tout comme le traitement des déchets, hein, parce que si vous savez enrichir à 4% en isotope 235,
vous êtes en mesure d'enrichir à 90% et donc vous êtes soupçonné de vouloir Fabriquer une euh, bombe. du mal à l'humanité, alors que d'autres le font sans être dérangés. Ouais. Donc, je plaide pour une mutualisation de l'enrichissement C'est sous une l'égide des solution, oui. Nations Unies ou de telle sorte que l'on ne soit pas dépendant de l'Algérie possède des réserves en uranium. Mhm. Elle pourrait effectivement faire de la concentration, qui n'est pas un segment, on va dire, qui tombe sous la non-prolifération. Mais quand il s'agit de l'enrichissement, moi, je ne veux pas que mes réacteurs soient opérés par des ingénieurs étrangers. D'accord? Ouais. Donc, l'enrichissement doit être mutualisé à l'échelle internationale sous l'égide des Nations Unies de façon à démocratiser le nucléaire, parce que le nucléaire peut apporter des solutions. Mhm. Parce qu'effectivement, le potentiel de l'uranium de 235, il est extrêmement. Maintenant, ceci en attendant l'arrivée des réacteurs à neutrons rapides, etc. Et là, il faut que l'Afrique se mette dans une situation de veille technologique active, Ouais. qu'elle construise des partenariats stratégiques avec des leaders technologiques, dont la Russie, la Mhm. Chine ou peu importe, La hein, Corée du Sud. ou la Corée du Sud, ou donc des leaders technologiques et s'engager dans la filière parce que nous aurons besoin. Ce n'est pas normal que nous n'ayons pas un TGV Alger-Niamey, par exemple, ou Alger. Tombouctou ou je sais pas moi, qu'il n'y ait pas des liaisons entre les pays africains à travers les voies ferrées, des voies ferrées électrifiées. Oui. Hein. Et si on veut que, parce que l'Afrique est un continent qui déborde de ressources, et notamment de ressources humaines. L'intelligence est une richesse qui est renouvelable et l'Afrique est riche de son intelligence, hein, d'accord? Absolument. Le problème, c'est que les pays africains sont compartimentés. Il faut d'abord casser les grands espaces. Lorsque vous cassez les grands espaces, vous permettrez à un ingénieur malien de travailler à Oran en Algérie ou à un professeur d'université algérien d'enseigner à Ouagadougou ou j'en sais rien. D'accord? Ouais. Mais tant que vous ne cassez pas les distances, les pays, regardez, tous les pays africains sont compartimentés, ils sont enfermés dans leur, les complémentarités entre pays africains sont très faibles. C'est-à-dire que la logique coloniale, elle est toujours à l'œuvre. C'est une orientation sud-nord, même pas Ouais. nord-sud, sud-nord, tout Ouais. court. Et d'ailleurs, on le voit bien ce qui est écrit dans les médias. On parle de l'exportation de l'énergie de l'Algérie, de l'Afrique, de la Libye vers l'Europe. Comme si ces pays-là ne sont pas dans le besoin de développer leur industrie, de développer des transports, une toile de transport rapide, comme vous dites. Euh, c'est quand même Je vais vous incroyable. dire, Oui. je vais vous dire une chose, en matière d'intégration africaine, on a reculé. Moi, ma génération, nous connaissions Amilcar Cabral, Agostino Neto, nous connaissions Aristide Pereira, nous connaissions les leaders, nous vivions, il y avait un hebdomadaire qui s'appelait Africazi et on lisait, on était informé de ce qui se passait en Afrique. Mhm. D'accord?
la lutte du peuple angolais, du peuple mozambicain, euh, on la vivait, d'accord? Mais on a vécu leur indépendance comme des victoires, ma génération en tout cas. Hein. Oui. Aujourd'hui, et on a connu des étudiants, moi-même quand j'étais responsable à Sonatrach, j'ai accueilli comme stagiaires des étudiants qui venaient des pays africains, euh, qui venaient du Congo, qui venaient de l'Angola, qui venaient du Mozambique, qui venaient en fait, on a reculé en matière d'intégration africaine. Mhm. On a reculé. Et les pays se sont refermés sur eux-mêmes. Et les échanges entre pays africains, on achète les bananes en Amérique latine, on achète le café, je sais pas, en Amérique. Alors que l'intégration africaine, on ne la voit pas. D'accord. Les relations entre Africains, on ne les voit pas. Et ça, il y a beaucoup de travail à faire entre Africains. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. L'Algérie est un pays africain, Mhm. nord-africain, mais un pays africain. Mhm. Voilà.